Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Smart for Change, sur les réseaux sociaux de Smart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable aux responsables de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous tenterons de comprendre ensemble quel est le lien qui peut exister entre biodiversité et économie, voire même finance. Nous poserons la question à Louisiane Guézel, consultante climat et biodiversité. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la stratégie à mettre en place en ce début d'année vis-à-vis de produits structurés. Une question que nous poserons à Guillaume Dumans, cofondateur de 50, mais aussi à Benjamin Mani, associé et directeur du développement de la financière d'Orion. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous ferons un focus sur le couple et l'argent, le couple et les finances, avec Anne-Laure Frischlander-Jacobson, fondatrice d'Evest, mais aussi enseignante à l'université Paris-Dauphine. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou responsable de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre quel est le lien qui peut exister entre biodiversité et entreprise, économie, voire finance. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Louisiane Guézel. Bonjour Louisiane Guézel. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes consultante climat et biodiversité. Et alors, une question centrale. Pourquoi aujourd'hui est-ce qu'il faut se préoccuper du sujet biodiversité et non plus seulement du sujet climat dont on parle beaucoup depuis maintenant une vingtaine d'années, Louisiane Guézel? Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup du sujet du climat. On a tendance à oublier un peu le sujet de la biodiversité, pour diverses raisons, mais notamment le GIEC a un équivalent sur le sujet de la biodiversité qui s'appelle l'IPBES et qui a été créé en 2012. VS, le GIEC a été créé en 1988, donc on voit que déjà il y a une différence temporelle, on en a parlé moins. Et ces derniers temps, on en parle de plus en plus parce que je pense qu'il y a une prise de conscience de la part des entreprises qui dépendent de la biodiversité. Leur chaîne d'approvisionnement, notamment, dépend de la biodiversité. Les investissements aussi des institutions financières dépendent de la biodiversité. On y reviendra peut-être. Et donc, tout ça fait que aujourd'hui, s'il n'y a plus de biodiversité, il n'y a plus de business. D'accord. Et donc, c'est un vrai sujet à prendre en compte par les entreprises. Mais c'est un sujet qui est indépendant du sujet climat. Enfin, lié évidemment, mais c'est un deuxième sujet à prendre en compte quand on regarde l'impact d'une entreprise aujourd'hui. Alors, quand on met en place une stratégie climat pour une entreprise, l'objectif maintenant, c'est de réfléchir, est-ce que cette stratégie climat, elle va avoir potentiellement des impacts négatifs sur la biodiversité, parce que ça peut être le cas. Parfois, agir sur le climat, ça peut être sur certaines actions, en tout cas, peuvent avoir un impact négatif sur la biodiversité. Et inversement, si on ne prend pas en compte la biodiversité, dans ce cas, s'érode. Or, typiquement, les arbres sont des réels puits de carbone. Si demain, on n'a plus d'arbres, on empire le dérèglement climatique. Donc, ne pas prendre en compte la biodiversité, c'est aussi se dire, en fait, ma stratégie climat, elle ne va pas être robuste. Parce que je vais pas protéger la nature, qui est un véritable puits de carbone, qui apporte tant de bénéfices en termes de lutte contre le dérèglement climatique. En 2022, s'est tenue la COP15, il y a eu la COP16 depuis, mais en 2022, il y a eu cet accord Cumming-Montréal qui a pour la première fois montré finalement qu'il y avait une prise de conscience au niveau mondial de préserver la biodiversité et surtout de prévenir un effondrement de la biodiversité dans notre économie. Oui, exactement. Cet accord Cumming-Montréal, il a plein d'objectifs, mais notamment le fait de limiter l'érosion, la destruction de certains espaces naturels protégés, de continuer à préserver ceux qui sont déjà protégés et surtout d'adresser des financements dans la préservation de la biodiversité. Aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 700 milliards par an de déficit de financement qui devrait aller pour préserver la biodiversité. Et on sait en même temps qu'il y a des quantités astronomiques, environ 1000 milliards de financements, qui vont vers des subventions néfastes pour la biodiversité. Donc l'objectif, c'est de re-questionner tout ça, d'aller chercher des financements néfastes sur la biodiversité et de les réorienter pour préserver les écosystèmes naturels, lutter contre les pollutions de l'air, du sol, lutter contre la destruction des habitats, donc l'artificialisation des sols, etc. Donc il y a plein d'actions qui peuvent être mises en place aujourd'hui et que n'importe quelle
quelle entreprise peut mettre en place, d'ailleurs, même une entreprise de service, pour préserver la biodiversité. Il y a donc, si je comprends bien, une sorte une prise de conscience politique au niveau international, mais maintenant, il y a comment est-ce que concrètement on fait pour rediriger ces financements quand on est particulier, parce que ce qui est peut-être un petit peu difficile à comprendre quand on est investisseur ou autre, c'est qu'une entreprise qui veut réduire ses émissions carbone, il y a un mètre étalon qui est la tonne de carbone. Quand on parle de biodiversité, finalement, est-ce qu'il faut choisir son combat? Est-ce qu'il faut choisir des partenaires qui connaissent bien le sujet parce que c'est plus difficile à appréhender quand on est un particulier? Comment est-ce qu'on met en place quelque chose de concret, Louisiane Guézel? Donc effectivement, il n'y a pas la tonne de CO2 équivalent qui existe sur le sujet de la biodiversité. Il y a des métriques qui sortent petit à petit. Il y a encore énormément de recherches là-dessus. Je fais notamment partie d'une association qui s'appelle Organization for Biodiversity Certificates qui travaille là-dessus. Moi, je ne pense pas qu'il faut compter sur le fait d'avoir une seule métrique. D'accord. La priorité, c'est déjà comprendre que tous, particuliers et entreprises, on dépend de la biodiversité. Demain, il n'y a pas de biodiversité, on ne peut pas s'habiller, on n'a pas de coton, on ne peut pas se nourrir. Le bois sur lequel j'ai aujourd'hui mes mains posées, il n'existe plus. Oui, la biodiversité, on aurait peut-être dû commencer par ça, c'est le vivant, qu'il soit animal ou végétal. La diversité des écosystèmes, la diversité, donc les forêts, l'océan, etc. C'est la diversité des espèces, la faune, la flore, et au sein de chaque espèce, il y a une diversité génétique. Et c'est tout ça, la biodiversité. Donc, si on prend en compte ces sujets-là, on se rend compte qu'aujourd'hui, on dépend de la biodiversité et en même temps, on peut agir. On est dans une période de 6e extinction de masse et qui est liée principalement à la destruction des écosystèmes, parce qu'on artificialise, qui est lié aussi aux pollutions, qui est lié au dérèglement climatique. Le dérèglement climatique cause l'érosion de la biodiversité, qui est lié à différents aspects. Et donc aujourd'hui, c'est cette question, on ne peut pas rentrer dans tous les sujets aujourd'hui, mais cette question, c'est comment est-ce que je comprends déjà que je dépends de la biodiversité? Et s'il y a un chiffre à garder en tête, c'est qu'il y a plus de 55% du PIB mondial qui dépend des services rendus par la nature. D'accord. Qui dépend de la biodiversité. Pour son activité au quotidien. Ouais. D'accord. Que ce soit une matière première utilisée ou un processus. Le bois, aujourd'hui, les chaînes d'approvisionnement dépendent de la biodiversité. La pollinisation, typiquement, c'est un service rendu par la nature. En Chine, on commence à polliniser à la main. Donc vous imaginez l'augmentation du prix de la nourriture, c'est astronomique. Les entreprises aujourd'hui sont conscientes de cette dépendance qu'elles peuvent avoir vis-à-vis de la nature ou de la biodiversité et du risque qu'elles pourraient avoir demain d'activité économique si jamais effectivement la biodiversité continue à s'effondrer? Elles le sont de plus en plus. Moi, c'est mon combat quand je vais intervenir dans des COMEX, c'est de prendre conscience du risque. Il faut savoir qu'il y a des entreprises qui le sont plus que d'autres. Typiquement, le secteur de l'agroalimentaire, du textile, le secteur de la finance comprennent qui dépendent de la biodiversité. La Banque Centrale Européenne avait dit que 80% des prêts alloués aux entreprises sont alloués à des entreprises qui dépendent fortement des écosystèmes naturels. D'accord. Donc, typiquement, le secteur de la finance en parle de plus en plus, mais c'est encore très très progressif, quoi. Il y a beaucoup d'entreprises qui mettent en place une strate climat et ne réfléchissent pas encore à leur stratégie biodiversité. Or, il faut vraiment penser les deux de façon conjointe. Mais ce que vous nous dites, c'est que le secteur financier commence à avoir conscience, effectivement. Ouais. Alors quoi, d'un point de vue stratégie climat biodiversité ou d'un point de vue risque économique pour les entreprises financées? Eh ben, je pense que la première chose, c'est déjà le risque. D'accord. Et ça me va. Enfin, le sujet, c'est déjà prenons conscience qu'on dépend de la biodiversité. Et c'est comme ça, je pense qu'on va vraiment se mettre en mouvement. Mais effectivement, pour l'instant, c'est plutôt une approche par le risque. Merci beaucoup Louisiane Guézel de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes consultante climat et biodiversité. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelle stratégie mettre en place en ce début d'année 2025 vis-à-vis des produits structurés. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Guillaume Dumont. Bonjour Guillaume Dumont. Bonjour Nicolas. Vous êtes cofondateur de 50, une plateforme qui propose et recense des produits structurés. C'est bien résumé ainsi? Exactement. Et à vos côtés, on a le plaisir d'accueillir Benjamin Mani. Bonjour Benjamin Mani. Bonjour Nicolas. Directeur général délégué du groupe
Orion, donc, qui détient notamment la financière d'Orion, qui accompagne du coup ses clients dans les stratégies d'investissement au global. Et aujourd'hui, on va parler de produits structurés. Guillaume Dumont, on va peut-être commencer avec vous. Les produits structurés, vous les regardez, vous les scrutez toute la journée. Est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent en ce début d'année 2025 par rapport à un contexte de marché ou par rapport à une appétence d'investisseurs? On a eu un début d'année qui était extrêmement sportif, notamment sur les marchés des taux, qui ont une tension liée notamment au contexte politique et géopolitique. Donc on a vu une tendance qui s'est réaffirmée sur ces produits à capital garanti et sur la partie marché action. Il y a eu un petit peu une tendance aussi sur le marché de la tech, qui a été la tech US, qui a été assez demandée de la part de nos utilisateurs. Donc voilà, si on doit rester sur ces deux angles. Ça veut dire que si on parle action ou tech, on va chercher un produit structuré, des thématiques qu'on va également chercher en action classique, si je comprends bien. C'est exactement ça. En fait, je vais chercher à me prémunir contre un risque potentiel. Si on prend un exemple assez marquant avec un Nvidia, par exemple, qui, en investissement direct, peut sembler à sensation trop forte, le produit structuré va me permettre de me prémunir contre une baisse de 40, 50, 60% sur l'action Nvidia. D'accord. On parle vraiment bien d'un investissement très dynamique pour un investisseur qui est prêt à accepter quand même de la volatilité sur son investissement, à l'inverse de la partie capital garanti ou taux. Mais cette partie-là, effectivement, est assez demandée. Et en matière d'appétence d'investisseurs, c'est vrai que les produits structurés, on en parle souvent dans l'émission. On posera la question à Benjamin Magny dans un instant sur le niveau de connaissance et d'appétence des investisseurs particuliers. Vous constatez que début 2025, il y a plus ou moins de monde sur le sujet que début 2023 ou début 2022 ? Il y a encore plus de monde. D'accord. La collecte 2024, dans les chiffres qui transitent entre nous tous, est de 54 milliards d'euros. En France ? C'est monstrueux. Ouais. D'accord. En France, on est quasiment x2 par rapport à ce qui se faisait il y a encore 18 mois. Donc on a une collecte qui est extrêmement forte sur les produits structurés, notamment grâce aux produits à capital garanti justement. Et nous, quand on l'observe au sein de 50, du groupe Harvest, on a vraiment une explosion des demandes qui sont faites aujourd'hui par nos utilisateurs sur la classe active. Benjamin Magny, quand on monte une stratégie d'investissement pour des clients, aujourd'hui, les produits structurés, c'est devenu une catégorie à part entière. Alors nous, on a toujours beaucoup fait. Ouais. Effectivement, c'est une croissance à 2 chiffres chaque année depuis la création d'Orion en 2009. En 2024, ça représente 400 millions d'euros. D'accord. Chez nous. Après, on en fait depuis longtemps, donc on n'a pas du tout cette croissance très forte du produit capital garanti. Et on fait aussi très peu de single stock parce que c'est très volatile et donc réservé à des gens assez sportifs qui ont bien conscience du risque d'être sur un seul titre. Donc on a vraiment un cœur de gamme sur les indices. D'accord. On fait pas mal de produits crédit. Après, on a un peu de capital garanti pour vraiment... en fait, c'est plus de la conquête de gens qui ont peu l'habitude de placer financièrement. Donc c'est plus une arrivée sur le marché action qu'une volonté systématique de protéger ce capital, parce que finalement le capital garanti, on bat difficilement l'auto sans risque versus le temps bloqué du capital. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à faire, sauf dans le cas de quelqu'un qui a peur du risque et qui arrive pour la première fois sur le marché. Capital garanti, on parle de produits structurés en l'occurrence qui existent depuis un an et demi, enfin qui existaient avant mais qui commencent à devenir rentables à capital garanti depuis un an et demi avec la hausse des taux. Et ça n'a pas provoqué chez vous une augmentation C'est arrivé. D'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, pendant 2-3 ans, donc, un capital garanti, c'est un titre de créance. Donc c'est systématiquement adossé à une obligation. Plus les taux augmentent, plus le prix des obligations baisse. Donc plus votre zéro coupon vous prend peu de place dans le capital alloué. Donc plus vous avez de l'espace disponible pour générer des options. Mais quand même, on reste sur des niveaux de taux d'intérêt assez faibles dans l'absolu et relativement au taux sans risque. Donc, chez nous, les capital garantis, c'est une 15% depuis qu'on peut en refaire, c'est-à-dire depuis 2 ans. Mais c'est 15% sur 400 millions n'augmente pas, ça reste 15%. C'est intéressant, Guillaume Dumont, parce que c'est effectivement ce que vous constatez au sein du groupe Orion, mais j'entends d'autres CGP qui me disent que justement, ils sont allés beaucoup sur le capital garanti. Vous l'avez constaté, vous, chez 50 Totalement. On va parler les 2000 utilisateurs qui utilisent la plateforme. Il y a une croissance extrêmement forte sur la partie capital garanti. Et je pense, comme l'évoquait Benjamin, c'est dans une logique de produit de conquête ou dans une logique d'arbitrage. D'accord. Ça permet de faire de la pédagogie sur les produits structurés ? Ça permet de mettre le pied à l'étrier, on va dire, sur la partie produits structurés. Et là, notamment, vous
parliez tout à l'heure de fin 2024, début 2025. On voit les taux qui rebaissent un petit peu, notamment des rendements sur des fonds peut-être monétaires, sur des fonds très crédit court terme, qui commencent à décevoir en termes de rendement. Et bien là, le capital garanti, le produit structuré peut amener, on va dire, un supplément de rendement de l'ordre de 5-6% par an en termes de rendement embarqué quand même. D'accord. C'est assez significatif. J'affiche le capital garanti, j'accepte plus ou moins d'aléas sur ce rendement. Parfois, il est 100% garanti, parfois j'accepte un aléa. Mais il y a quand même des petites fenêtres de tir dans cette logique de je mets le pied à l'étrier dans la classe d'actifs. Alors, je rebondis sur ce que vous m'avez dit tous les deux pour poser cette question un petit peu, quelle stratégie mettre en place début 2025 sur les produits structurés. On a parlé de single stock, on a parlé d'indices, ça ne veut pas dire que vous êtes l'un et l'autre forcément ambassadeur de single stock ou d'indices, mais début 2025, dans le contexte actuel qu'on peut connaître, avec les différents drivers qui peuvent exister sur les marchés financiers, l'incertitude qui peut exister aussi, qu'est-ce qu'on fait en matière de produits structurés? Est-ce qu'on va sur du capital garanti ou au contraire, comme c'est un produit de conquête, c'est pas forcément la première chose à mettre en place? Est-ce qu'on va plutôt sur des indices? Est-ce qu'on va plutôt sur des valeurs? Est-ce qu'on diversifie un maximum? Bon, je vous laisse répondre maintenant. On va commencer avec vous, Benjamin Mani, et ensuite Guillaume Dumont. Alors nous, dans sur l'étagère de la financière d'Orion, il y a systématiquement tous les profils de risque. D'accord. Ce qui est surtout important de retenir, c'est que grâce au taux d'intérêt, aujourd'hui, le capital garanti peut adresser tous les niveaux SRI de risque. D'accord. Donc ça veut dire que vous allez du capital garanti jusqu'au single stock et après finalement chacun trouve son compte. Est-ce que single stock c'est forcément le plus risqué sur l'étagère? D'accord. Ouais. Une action et puis après ça dépend de la volatilité de l'action. Bien sûr. Vous allez pouvoir faire donc les capital garantis en fonction des taux d'intérêt. Le cœur de gamme indiciel que nous on recommande systématiquement et c'est sur celui qu'on collecte le plus parce que tous les 3 mois on change on essaie de diversifier zone géographique, sectoriel, etc. C'était ma question, c'est quand on dit indiciel, c'est pas que MSCI World, ça peut être des indices européens. En Europe, un coup on fait les États-Unis, un coup on a un biais basic resources, un coup on a un biais plutôt tech, etc. Moi, mon but, c'est de diversifier nos clients tous les 3 mois sur les produits de gamme et qu'ils rentrent un peu tout le temps. Ils lissent le point d'entrée et ils sont investis tous les 3 mois sur quelque chose de diversifié. Donc ils ne gèrent pas du tout, en fait. C'est en gestion complètement déléguée ou pilotée, les produits structurés pour... alors nos CGP qui se fournissent chez nous ont une gamme de produits disponibles et après, en fonction... ils choisissent. Exactement. Ouais. D'accord. Ils ont un capital garanti, ils ont un produit sur indice et ils ont un produit single stock dans une moindre mesure. Et ça, pour le coup, le single stock, vous ne pouvez pas vraiment dire que c'est stratégique parce que la base, c'est quand même un stock où il y a de la volatilité. Parce que quand vous êtes sur un produit structuré, vous êtes vendeur d'options. D'accord. Et donc, quand vous êtes vendeur d'options, vous avez besoin que les options valent cher. Et donc, pour que les options valent cher, il faut qu'il y ait de la vol. Donc, vous êtes quand même dans un univers restreint. Et donc là, systématiquement, on donne l'action, le niveau de dividende, les estimations des analystes, différents prix en fonction du dividende fixe qui est prélevé, parce que vous savez que maintenant c'est souvent des actions avec des dividendes fixes prélevés, et ensuite on discute avec le CGP du meilleur couple rendement-risque. Mais il a toutes les cartes dans sa main pour décider de la meilleure stratégie, on fait très très attention à ça sur le single stock. Guillaume Dumont, même question. On a parlé de produits à capital garanti, on a parlé d'indiciel, on a parlé de single stock. J'ai compris, Benjamin, que chez vous, la majorité, c'était quand même sur l'indiciel, même s'il y a un peu aussi de capital garanti et de single stock et de crédit, beaucoup de crédit. Ouais. Guillaume Dumont, vous voyez, vous, des tendances se dégager ou est-ce que vous avez l'impression qu'il faut se positionner de telle manière en ce début d'année sans donner du conseil, mais en concentrant un petit peu ce que vous constatez dans les échanges que vous pouvez avoir avec les CGP? Oui, alors on fait pas de conseils côté 50, on fait que des produits sur mesure, que des produits dédiés, et c'est assez intéressant de voir un peu le comportement du cabinet et du CGP qui va s'adresser à nous. Certains vont être vraiment à la recherche de choses extrêmement dynamiques. Je pense à du Bitcoin par exemple. On arrive à faire des produits structurés sur le Bitcoin, allogés dans un compte titre et avec une approche du risque qui est 7 sur 7, voire 8 sur 7 si on parle de SRI comme on l'évoquait tout à l'heure. Oui, donc là on est vraiment sur des là c'est extrêmement dynamique. Extrêmement dynamique. Voilà, bien évidemment ça ne s'adresse pas du tout à tous les investisseurs. Et de l'autre côté du spectre, il y a cette partie capital garanti qui est beaucoup demandée. Si maintenant on regarde aujourd'hui, début 2025, on va avoir toujours des demandes donc, sur cette partie capital garanti qui est très, très importante.
de la logique indice, mais dans une logique d'indice souvent thématique. D'accord. Un peu à l'image justement des thématiques bancaires par exemple, ou thématiques sur l'automobile. L'automobile a été très fortement sanctionnée l'année dernière. Est-ce qu'il n'y a pas un point d'intérêt à revenir dessus? La thématique du luxe également, qui a été très fortement sanctionnée. Donc on essaie de se diversifier comme ça sur des valeurs, pas forcément une seule valeur, mais sur une thématique donnée, afin aussi d'acquérir de la part du cabinet avec lequel on travaille une forme de conviction, une forme d'adhésion à la thématique dans laquelle il va investir, et il va pouvoir lui-même diversifier ces différentes thématiques afin de se créer une sorte de portefeuille en fait de différents produits. Voilà. Mais alors, je suis CGP, j'écoute cette émission et j'entends effectivement que potentiellement je pourrais être convaincu d'une opportunité sur un secteur automobile. Bon, ça dépend de la conviction de chacun. Pourquoi y aller en produit structuré plutôt que d'y aller en action directement? Je vous ai posé la question au début, mais c'est pour que ce soit clair l'usage de l'un ou de l'autre quand on est CGP. Pardon, Guillaume Dumont et ensuite Benjamin Magny. Il y a un point factuel et formidable dans le produit structuré, c'est que si j'investis en direct, j'accepte tous les gains, mais également tous les risques liés à ce support et liés à mon sous-jacent. Le produit structuré va me permettre de calibrer une protection. Je me prémunis contre quelque chose. Souvent, on évoque la métaphore de la mutuelle. Mon produit structuré, c'est une mutuelle. Je m'assure contre quelque chose. Alors moi, c'est la première fois que je l'entends, mais... Voilà. Moi, je m'assure contre quelque chose. Quand vous vous assurez contre le bris de glace dans votre voiture ou dans votre assurance habitation, vous vous assurez bien contre quelque chose qui peut arriver, mais pas forcément. Et ça vous coûte quand même tous les mois. Là, c'est pareil. Dans un produit structuré, je m'assure contre une potentielle contre-performance de mon sous-jacent, contre une potentielle contre-performance de mon secteur automobile. Si je pense que le secteur automobile va flamber en 2025, je dis ne sélectionnez pas les produits structurés, allez-y en direct. Si en revanche il y a encore une incertitude par rapport aux guerres économiques qu'on peut connaître en ce moment, je sélectionne un produit structuré qui va me permettre de me prémunir contre une baisse de 20, 30, 40, 50, 60% de baisse de ce secteur automobile. Forcément en face, j'aurai un rendement qui sera affiché, qui sera peut-être non plus de 10, 12 ou 15%, mais peut-être que simplement de 7, 8 ou 9%. Mais c'est un jeu d'équilibre et de curseur qu'on peut piloter là aussi de façon sur mesure sur chaque produit. Benjamin Magny, ça veut dire qu'on peut faire les deux, action et structuré sur assureur, parce que... Mutuelle. Sur mutuelle, parce que moi je dis exactement l'inverse. D'accord. Les gens vont être complètement perdus. Quand j'achète un produit structuré, qu'est-ce que je fais? En fait, je suis assureur, moi, contre des scénarios extrêmes. D'accord. Pour lesquels on va me verser une prime. C'est-à-dire que vous avez des systèmes économiques qui doivent s'assurer contre des catastrophes, obligatoirement. Donc contre des chutes de moins 50, moins 60, moins 70%. Et c'est pour ça qu'il y a une prime à cette vente de put, en fait, techniquement c'est ça, qui permet aux agents économiques de ne pas faire faillite dans des cas catastrophiques. Et donc quand j'achète un structuré, je suis assureur de scénarios extrêmes et ça me permet de bénéficier de la prime de risque versée par ces agents économiques. Et c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien et que les statistiques sont aussi bonnes. C'est-à-dire que quand je fais un structuré, je ne vais pas chercher le delta et faire des paris sectoriels sur une hausse très importante de tel ou tel secteur, de tel ou tel sous-jacent. Je veux juste un rendement très supérieur au taux sans risque, qui préserve mon patrimoine de l'inflation, qui me permet d'assurer mon train de vie et ma succession, en étant assureur de scénarios extrêmes, ce qui fait qu'en fait, les structurés, aujourd'hui, c'est quoi? C'est 1% on perd des sous statistiquement depuis 25 ans. Donc je ne cherche pas à faire du 30%, je cherche à faire en fonction de la volatilité, quand je prends un risque sur mon capital, entre 8 et 10% pour des produits raisonnables, en assurant des agents économiques contre des scénarios extrêmes. Donc je suis assureur. Et les assureurs, en général, ils sont très riches. Merci Benjamin Magny, on finira là-dessus. Je rappelle que vous êtes directeur général délégué du groupe Orion. Merci également Guillaume Dumont. Je rappelle que vous êtes cofondateur de 50. Merci beaucoup, messieurs. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Comment sécuriser son patrimoine lorsque l'on est en couple? Voilà le sujet qui va nous animer dans l'œil de l'expert. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Anne-Laure Frischlander-Jacobson. Bonjour Anne-Laure Frischlander-Jacobson. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes fondatrice de Evest, mais également enseignante à l'Université Paris-Dauphine. Evest, qui est une plateforme justement de gestion de patrimoine à destination des femmes, ou en tout cas de celles qui veulent s'intéresser. À viser du public féminin. À viser du public féminin. Et alors, vous allez nous expliquer comment on peut sécuriser son patrimoine quand on est en couple, avec notamment l'illustration de cette fameuse théorie du pot de yaourt, Anne-Laure Frischlander-Jacobson. Oui. Savez-vous que dans un couple, lors d'une séparation, les femmes peuvent s'appauvrir jusqu'à 27% de leur revenu contre 2% pour les hommes?
Et effectivement, cette théorie du pot de yaourt qui a été mise en place, illustrée par la journaliste Titu Lecoq, part du principe que dans un couple, les hommes participent généralement aux investissements, aux dépenses dites durables, la voiture, l'appartement, et les femmes compensent en participant aux dépenses courantes. D'accord, donc elles dépensent des sommes moins importantes mais plus régulières pour des achats de courses par exemple, et les hommes dépensent des sommes plus conséquentes mais donc du coup participent au logement, l'achat de la voiture. Ce qui dure dans le temps. Ce qui dure dans le temps, voilà. Alors que les femmes partent du principe qu'elles compensent en investissement sur des dépenses qui sont périssables. D'accord, notamment des pots de yaourt, d'où la théorie du pot de yaourt. La théorie des pots de yaourt. Et généralement, quand il y a une séparation, l'homme il repart avec sa voiture et son logement, et la femme reste avec ses pots de yaourt vides. Donc, ça met vraiment en relief que certaines dépenses ne se valent pas. Et on va prendre par exemple l'histoire de Camille et Jean. D'accord. Donc, Camille et Jean. Camille aménage avec Jean qui a acheté son appartement avec ses biens propres à crédit. Il rembourse son crédit pendant qu'il est en couple avec Camille. Camille compense en achetant et en les dépenses courantes et en faisant le maximum d'argent. Arrive la naissance de leur enfant. Camille décide de travailler à mi-temps. Bien sûr. Jean a une situation confortable, donc ils se le permettent. Jean continue de rembourser son crédit et sa résidence principale. Camille met tout son argent pour payer la nounou et les dépenses courantes, n'épargne plus. Et voilà, malheureusement, ils se retrouvent qu'ils se séparent après quelques années. Jean aura passé finalement toute la situation du couple à rembourser son crédit de son bien propre. Bien sûr. Et Camille aura finalement travaillé moins et n'aura pas épargné. Et elle se retrouve dans une situation précaire. Alors, comment aujourd'hui on peut se prémunir pour cette situation ? Déjà, c'est d'en prendre conscience. Parce que souvent, les hommes n'ont pas forcément conscience, c'est grands seigneurs, et on peut comprendre, je participe au bien lourd, ma chérie va chercher des courses, etc. C'est très noble. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, c'est cette idée de dire je gagne plus, donc je peux acheter la voiture. Exactement. Et je le fais pour nous deux. Exactement. Mais ça, c'est quand tout va bien. Et c'est surtout, ce manque de conscience qui peut y avoir une problématique après en cas de séparation. Et la séparation ne veut pas dire d'ailleurs que forcément une séparation de couple, ça peut être malheureusement aussi un décès. La deuxième chose, l'importance, c'est de se dire, ce qui aurait été intelligent de faire, c'est de laisser Jean louer finalement son appartement ou vendre son appartement et d'acheter en commun. D'accord. Pour Jean et Camille, pour que justement il y ait cette possibilité. Et donc rembourser en commun, capitaliser en commun sur un bien immobilier. Et voilà, d'accord. Qui aurait permis justement à Camille d'avoir la moitié de ce bien. Un contrat. Bien sûr, un contrat de mariage. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que le contrat de mariage ne peut pas justement venir rééquilibrer les choses dans un couple ? Le contrat de mariage peut, tout dépend lequel, justement. Donc il faut bien se faire conseiller par un notaire ou par un avocat de droit de la famille, de savoir quel est le bon contrat de mariage. Là, en l'occurrence, il s'agissait d'un bien propre qui était financé par Jean. Dans un contrat de mariage en communauté légale, Camille n'aurait pu avoir que finalement un remboursement partiel finalement de ce crédit qui aurait été financé pendant la partie commune. Donc c'est assez délicat. Et surtout, la prise de conscience qu'aujourd'hui, les dépenses courantes doivent être faites au prorata des revenus sur un compte joint et jamais financées entièrement par le conjoint qui a le moins de revenus disponibles. Et ne jamais arrêter d'épargner, ça c'est très important. On a les règles des 50-30-20, c'est-à-dire penser toujours que 20% de ses revenus peuvent servir à épargner. On met de côté, on ouvre des contrats d'assurance vie, on ouvre des comptes titres et on met régulièrement de l'argent. Et penser aussi assurance vie, ne serait-ce que pour le conjoint, même pour Jean. Bien sûr. Jean, supposons qu'il lui arrive un accident, pour protéger Camille, a tout intérêt à ouvrir un contrat d'assurance vie et de mettre Camille en bénéficiaire, même surtout s'ils ne sont pas mariés. Bien sûr. Justement pour protéger Camille en cas d'accident. Merci beaucoup Anne-Laure Frischlander-Jacobson de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes fondatrice de Evest, mais aussi enseignante à l'Université Paris-Dauphine. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.